Vous avez forcément entendu parler de biofilm. Je vous propose aujourd'hui de faire plus ample connaissance avec lui et d'approcher les risques qu'il pose en milieu hospitalier. Plongeons dans le vif du sujet et abordons directement la question: qu'est-ce qu'un biofilm? Un biofilm, c'est une communauté de micro-organismes qui est souvent composée de plusieurs espèces, qui sont englués dans une matrice de polymères et qui se développent sur des surfaces ou sur des interfaces. Dans cette définition, il y a plusieurs termes qui sont importants et intéressants. Et le premier, c'est vraiment de comprendre que le biofilm est une communauté de micro-organismes. Donc ça veut dire un ensemble de micro-organismes différents qui coopèrent, qui communiquent et qui vraiment se développent sous la forme d'un consortium organisé. Et c'est très important à comprendre. Et le fait que ce soit composé de plusieurs espèces, en général, augmente la diversité, la résilience de ces communautés bactériennes. Et ces communautés de micro-organismes se développent donc sur des surfaces qui peuvent être diverses. Ça peut être des plastiques, ça peut être des métaux, ça peut être une interface entre de l'air et du liquide, par exemple. Donc il y a une diversité d'environnements excessivement importante que les micro-organismes sous forme de biofilms arrivent à coloniser. Les biofilms ont une propriété extrêmement particulière qui est cette matrice d'EPS, de polymères extracellulaires. Alors ils sont composés de protéines, d'ADN, de polysaccharides, de lipides et parfois d'autres polymères complexes qui permettent vraiment au biofilm d'avoir une cohésion mécanique très importante qui va protéger les micro-organismes contre les menaces de l'environnement extérieur. Alors on peut penser aux antibiotiques, aux désinfectants, mais également à tout ce qui est stress mécanique et également aux UV. Et alors, dans un dernier temps, cette matrice remplit le rôle de rétention d'eau, donc elle va retenir l'eau qui permet la croissance des micro-organismes, même quand l'environnement extérieur est extrêmement sec. Vous en savez maintenant un tout petit peu plus sur ce qu'est vraiment un biofilm et sa définition. Je vous propose de passer à la question: où peut-on les trouver? Les biofilms sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on va les trouver partout. Et des estimations récentes de la littérature scientifique indiquent que plus de 90% des bactéries dans la nature se retrouvent sous forme de biofilms. Et c'est pour une raison bien particulière, c'est que le biofilm est une forme de vie extrêmement résistante et résiliente qui permet aux bactéries de survivre un temps beaucoup plus long par rapport aux bactéries planctoniques qui sont des bactéries libres qui flottent dans le milieu environnant. Les biofilms sont donc partout et on peut les retrouver par exemple sur les rochers glissants d'une rivière ou à l'intérieur d'un siphon sale que vous désirez nettoyer dans votre salle de bain, qui est encrassé par de la matière organique, ici sur la photo totalement noire et incrustée sur la surface. Ça, c'est du biofilm. Mais aussi un exemple probablement plus marquant, c'est celui de la plaque dentaire, c'est-à-dire qu'on se lave les dents tous les jours pour éliminer le biofilm qui colonise nos dents, c'est-à-dire les micro-organismes de la bouche qui vont coloniser la surface de nos dents et former ce biofilm jour après jour qu'il faut éliminer par une action mécanique qui est le brossage de dents. Mais comment les micro-organismes arrivent-ils à former l'organisation complexe qu'est un biofilm? La formation d'un biofilm est un processus en 4 étapes. La première est une étape d'adhésion à une surface. Les micro-organismes entrent en contact avec la surface et vont d'abord s'y attacher de manière réversible pour ensuite s'y fixer de manière irréversible. Les micro-organismes sont capables de reconnaître qu'ils sont ancrés sur une surface et cet ancrage va induire un changement physiologique profond dans les cellules qui va les faire passer vers la seconde étape du développement d'un biofilm, qui est l'accumulation. Cette étape se produit uniquement lorsque les micro-organismes sont capables de se développer, de croître et de se diviser pour former ce qu'on appelle une microcolonie. La microcolonie contient un nombre variable de micro-organismes variant de 10 à plusieurs centaines de milliers, mais a une caractéristique commune, elle commence à être composée de cette matrice d'EPS dont on a parlé au début. Cette matrice structure les microcolonies qui vont continuer à se développer et vont évoluer vers le stade 3 de la formation d'un biofilm qui est la maturation. Si la matrice du biofilm permet de structurer la communauté, elle limite aussi le transfert des nutriments de l'extérieur du biofilm vers les cellules qui composent ce biofilm. Nous avons donc une limitation de la diffusion des nutriments vers l'intérieur. Les cellules qui se trouvent au centre du biofilm commencent à être en état de stress. Les micro-organismes sont capables de produire des enzymes et d'autres composés qui permettent de structurer la communauté différemment, c'est-à-dire que nous allons avoir l'apparition de trous à l'intérieur de la matrice qui donnent des structures tridimensionnelles complexes qui vont caractériser le biofilm. Sur cette diapositive, les structures complexes sont représentées par des tours ou des champignons qui sont des structures relativement connues pour du biofilm, mais ce ne sont pas les seules.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue, on peut observer des champignons comme on peut observer des biofilms plus plats, mais une composante essentielle, c'est l'hétérogénéité à l'intérieur du biofilm. Ce phénomène, représenté sur cette dia par le gradient de couleur allant du haut vers le bas des tours du biofilm, induit un nouveau changement physiologique dans les cellules qui composent le biofilm, le signal de la dispersion. Dans cette quatrième et dernière étape de la formation d'un biofilm, celui-ci est capable de relâcher de manière contrôlée des micro-organismes dans son environnement pour coloniser des nouvelles surfaces. Les micro-organismes émissaires, qui proviennent du biofilm en dispersion, sont donc capables de réinitier un nouveau cycle de formation de biofilm pour donner lieu à un nouveau biofilm mature. Maintenant que vous avez eu un bon aperçu du développement des biofilms en 4 étapes, il est intéressant de se pencher sur la question du temps de croissance de ces biofilms. De quelques heures à quelques jours, voire plusieurs mois, il faut considérer 4 facteurs clés qui influencent ce temps de croissance des biofilms. Il s'agit des espèces microbiennes qui composent le biofilm. Si certaines ont une croissance rapide, comme par exemple Pseudomonas aeruginosa ou les staphylocoques, d'autres ont une croissance beaucoup plus lente, comme les microbactéries. Il s'agit également de regarder si des nutriments sont présents aux alentours du biofilm, c'est-à-dire une source d'énergie que les micro-organismes vont être capables d'utiliser pour leur croissance. Enfin, il est également intéressant de considérer la température et l'humidité autour du biofilm. Ces 2 facteurs vont conditionner le développement rapide ou non d'un biofilm. Mature, il devient une forme de vie extrêmement résistante pour les bactéries. Quelles sont les causes de cette résistance ou tolérance élevée des biofilms contre les menaces et les agressions de l'environnement extérieur? Les 2 causes principales sont que les micro-organismes qui sont présents dans le biofilm, en tout cas certains, sont dans une latence métabolique et ces cellules sont appelées persistantes. C'est-à-dire que leur état métabolique est tellement lent qu'ils sont capables, de manière complètement passive, de résister à un désinfectant ou à un antibiotique, par exemple. La deuxième cause vient d'une des propriétés de la matrice d'EPS dont nous avons déjà parlé auparavant, qui est de limiter la diffusion des composés antimicrobiens à l'intérieur du biofilm. La pénétration des antibiotiques et des désinfectants à l'intérieur du biofilm est donc ralentie, ce qui limite fortement l'exposition des micro-organismes du biofilm aux agents germicides. Cela a pour conséquence que les micro-organismes vivants restés à l'intérieur du biofilm sont capables de se redévelopper une fois que la concentration de ces agents biocides dans le milieu extérieur a diminué. Les phénomènes de résistance dont je viens de vous parler sont dits passifs. Abordons à présent la question des phénomènes de résistance actifs des biofilms aux molécules biocides. L'exemple des résistances aux antibiotiques est le plus parlant. Dans ce cas, les bactéries possèdent des gènes qui encodent pour des facteurs de résistance qu'utilisent des bactéries pour éluder l'action d'un antibiotique. Ces gènes se trouvent souvent sur des plasmides, des petites molécules d'ADN circulaires qui sont capables de se transférer d'une bactérie vers une autre. C'est un phénomène qu'on appelle la conjugaison. Sur le schéma, on peut constater que la conjugaison requiert le contact intime entre 2 micro-organismes pour que le transfert de ces plasmides puisse s'opérer. Une fois le transfert d'un plasmide réalisé, il peut alors se multiplier dans l'hôte qui vient de l'accueillir pour à nouveau repeupler complètement la cellule et être transféré par la suite vers un nouvel hôte. Ces plasmides mobiles sont capables d'inonder une population bactérienne très rapidement. Les biofilms, qui offrent une stabilité mécanique importante aux bactéries, sont un lieu idéal pour que la conjugaison puisse avoir lieu. Récemment, dans la littérature scientifique, de nombreux exemples ont montré le transfert de ces plasmides mobiles qui contiennent des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés cliniquement entre des micro-organismes pathogènes en biofilm. En particulier, l'échange de gènes permettant de produire une bêta-lactamase a été identifié entre 2 espèces d'entérobactéries en biofilm. Une fois établi ce que sont les biofilms, comment ils se forment et ce qu'il s'y passe, je vous propose d'établir le lien entre biofilm et infection. Dans ce domaine, le travail de Bill Costerton, un véritable pionnier du biofilm, s'est avéré prépondérant. Après s'être longuement intéressé aux biofilms dans les environnements naturels, dans les années 1980, il a commencé de multiples recherches sur le lien entre les biofilms et les infections dans le corps humain. Ces travaux se sont concentrés sur des affections aussi diverses que la mucoviscidose, les infections du tractus urinaire, mais également les biofilms dentaires et les plaies. Dans toutes ces pathologies, les biofilms donnent une dimension chronique aux infections
qui rendent le traitement clinique beaucoup plus difficile. Actuellement, selon l'estimation de l'ECDC, environ 4,1 millions de patients par an contractent des infections nosocomiales en Europe. Le pendant américain de l'ECDC estime quant à lui que les biofilms sont responsables de jusqu'à 65% des infections en moyenne. Parmi ces 65%, les biofilms peuvent être soit une cause directe d'infection ou une cause indirecte d'infection. Dans le premier cas, le biofilm est la racine du problème, c'est lui qui cause la pathologie chez le patient. On pense notamment aux infections des cathéters veines centrales ou urinaires, ou encore de l'infection d'une prothèse, par exemple de hanche ou de genou. Dans le second cas, la cause indirecte d'infection, le biofilm n'est plus la racine du problème chez le patient, mais il est la source de la contamination, la provenance des micro-organismes infectieux. Le biofilm est alors un réel réservoir de micro-organismes pathogènes qui entrent dans un cycle complet de dissémination des germes dans le milieu hospitalier. Les réservoirs sont des zones qui abritent les micro-organismes, a priori en biofilm, qui attendent d'être transportés par des vecteurs qui peuvent être des dispositifs médicaux, des insectes, de l'eau, de l'air ou encore du staff médical vers l'hôte susceptible qui est le patient. Parfois, ces réservoirs colonisent des surfaces en contact direct avec le patient, facilitant la transmission directe de ces germes. Ces réservoirs ne sont pas des concepts abstraits, puisque en hôpital, des études scientifiques ont montré la présence de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii ou Clostridium difficile en biofilm sur des surfaces telles que des éviers et des sanitaires, du mobilier, des objets réutilisables, de l'équipement médical ou encore des surfaces cliniques en unités de soins intensifs. Certains dispositifs médicaux jouent un rôle particulier puisqu'ils peuvent être à la fois réservoirs et vecteurs. Sur des dispositifs comme les endoscopes ou les boucles d'hémodialyse, la transmission des germes de patient en patient est possible. Cette transmission est facilitée par la formation d'un biofilm à l'intérieur des canaux de l'endoscope ou dans les boucles d'hémodialyse qui permettent aux germes de résister au processus de désinfection. Ainsi, selon le CDC, le nombre d'infections liées à des endoscopes contaminés est plus important qu'avec n'importe quel autre dispositif médical. Maintenant que nous avons défini les risques associés à la présence de biofilms dans le milieu hospitalier, quelles sont les stratégies de lutte contre ces biofilms ? C'est la combinaison de stratégies efficaces de prévention, de détection et de traitement qui permet de se prémunir de manière optimale de la contamination au biofilm. Une action préventive optimale passe par la conception des dispositifs médicaux qui empêchent le développement des biofilms. Cela passe par exemple par le fait d'avoir une surface anti-adhésive qui empêche l'ancrage des bactéries, ou alors, à un stade ultérieur, avoir un détergent qui élimine la microcolonie avant qu'elle ne forme un biofilm mature. Pour lutter contre les biofilms, il faut être capable de les détecter par des moyens sûrs. En laboratoire, de nombreuses techniques spécifiques et de pointe permettent de détecter du biofilm. Vous pouvez observer en bas à gauche de la diapositive une très belle image de biofilm observé en microscopie électronique et en bas à droite un biofilm observé au microscope à fluorescence. Sur le terrain, cependant, le biofilm peut échapper au contrôle microbiologique classique, et ce pour plusieurs raisons. En effet, les prélèvements effectués sur les dispositifs médicaux ne permettent pas toujours de décrocher les germes qui sont inclus à l'intérieur du biofilm. Les techniques de prélèvement ont donc une tendance à sous-estimer la quantité de bactéries ou de micro-organismes présents dans ces biofilms. De plus, les moyens de visualisation directe manquent souvent, ce qui empêche la possibilité de voir réellement où se trouve la contamination en biofilm. Ces constatations nous mènent à penser qu'on ne pourrait voir en effet que la pointe de l'iceberg et que le besoin de nouveaux standards de détection est criant. Si, malgré une stratégie de prévention bien en place, on détecte du biofilm, il y a une nécessité de l'éliminer par un traitement curatif. Actuellement, nous savons que les désinfectants ont une efficacité limitée contre les biofilms et que la chimie de détergence classique ne parvient pas à éliminer correctement un biofilm d'une surface inerte. Pour une efficacité optimale, il est nécessaire de s'attaquer au composant majoritaire du biofilm qui est la matrice d'EPS.
Déstructurer cette matrice permet de libérer les bactéries et les rendre plus disponibles pour le désinfectant et de s'attaquer également à l'intégrité du biofilm. Il est temps maintenant de rappeler les différents messages importants de cette présentation, qui sont que les biofilms sont fondamentalement différents des bactéries planctoniques, qui peuvent être une source importante d'infections nosocomiales de manière directe et indirecte, qu'ils peuvent résister au processus de nettoyage et de désinfection classique, mais qu'ils peuvent également échapper aux standards de détection actuels en milieu hospitalier. La lutte contre les biofilms requiert une expertise technologique intégrée. Nous espérons que cette présentation vous sera utile. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information supplémentaire. Au revoir.